Bonsoir et bienvenue à ces nouveaux numéros de votre émission Point de rencontre. Point de rencontre qui est une émission de réflexion et d'analyse qui tient à amener le Congo vers le développement. Alors, pour ces numéros de Point de rencontre, nous avons invité un avocat. Il est expert en banque et droit au OHADA. Il s'appelle Maître Kayembe Abed Ngoï. Je pense qu'il va pouvoir se présenter lui-même parce que peut-être qu'on a massacré son nom. Maître, vous avez la parole. Merci à vous de nous inviter. Je suis Maître Kayembe Ngoï Abed, avocat d'affaires, inscrit au tableau du barreau de Kinshasa, Matete, et exerçant cette noble profession dans le secteur bancaire et en particulier et droit des affaires en général. Voilà, donc Maître Kayembe Ngoï Abed, et comme il s'est présenté, il évolue comme avocat, il l'a dit, et avec une spécialité dans le droit des affaires, expert en banque et OHADA. Alors, l'émission d'aujourd'hui va être cernée autour de ces publications, parce qu'en tant que chercheur, en tant que praticien du droit, Maître Abed ne veut pas simplement cacher son savoir dans ses papiers ou encore dans ses armoires. Et vous êtes auteur de 6 livres jusque-là, en tout cas. Je pense que d'autres sont en chantier. Alors, parlez-nous un peu, comment êtes-vous en arrivé là à pouvoir publier? On sait qu'il y a beaucoup d'avocats qui aimeraient simplement plaider, gagner leur argent, mais vous êtes allé au-delà. Pourquoi? Merci de la question. En fait, dans notre parcours, nous avons été aussi en banque. Donc, nous avons eu à assumer de la période de 2009 à 2014 les fonctions de directeur général, non, directeur juridique, voulais-je dire, les directeurs juridiques, contentieux et recouvrement au sein d'une banque de la place. Mais lorsqu'on est arrivé aux affaires, nous avons un sérieux problème parce que déjà, à l'université, il n'y a pas un cursus de formation où vous recevez dans les branches de droit commun un cours de droit bancaire. Il n'y en a pas. Il y a, à l'époque où nous sortâmes de l'université, il n'y avait pas non plus également de cours de droit au OHADA. Et donc lorsqu'on vient dans une activité aussi dangereuse par rapport aux risques que représentent les banques, on a besoin d'avoir des doctrinaires, d'avoir de praticiens, d'avoir des prédécesseurs qui ont écrit sur la matière afin de vous orienter sur la manière de procéder. Et nous venons dans une telle activité avec beaucoup de risques, et c'est comme, je l'ai toujours dit en passant, que l'activité bancaire c'est comme une mine. Il faut savoir où est-ce que tu places ton pied, parce que ça peut exploser sur toi. La moindre négligence peut t'amener en prison parce que tu gères d'énormes dossiers de risques et l'argent a horreur non seulement de bruit, mais a horreur de la péprisme. Il ne faut pas être à peu près, il faut être prêt et professionnel. Et donc c'était ça la difficulté que nous avons rencontrée. On a commencé à tâtonner. Heureusement pour nous, on n'a fait pas de dégâts dans ces tâtonnements, mais on a pris sur l'État. Alors je me suis dit, mais pourquoi prendre sur l'État? Et cette expérience quinquennale à la tête de la direction juridique, je ne peux pas le garder pour moi. Dès que je reprenais ma touche, j'ai décidé de commencer avec la première édition. C'est ça qui, quand je reprends en 2015, parce que de 2009 à 2014, je suis en banque. Et quand je reprends, j'ai dit non, je dois partager mon savoir. J'ai créé cette première édition, les techniques de recouvrement de créances bancaires dans l'espace OHADA. Voilà, donc c'est parti de là. Et ici, on avait eu à développer une expérience parce que la banque dans laquelle nous travaillons avait fait le premier prêt que vous avez vu avec les Nissan Patrol, des députés nationaux de la première législature. Et c'était des portefeuilles de plus de 56 millions d'impayés que nous héritâmes à l'époque. Et il fallait travailler sur ce dossier. Et ils avaient également financé les sociétés d'État.
La plupart des sociétés, pour ne pas les citer, donc ils étaient financés, des sociétés d'énergie, d'électricité que vous connaissez, et même des sociétés de dette publique ont reçu de fonds de cette banque, et cela était un vrai problème. Et donc nous avons, en 5 ans, nous avons réussi à ramener de 56 millions d'impayés, nous avons laissé en partant moins de 12 millions d'impayés, dont on a pu recouvrer 44 millions. Alors on a dit, ben, on ne va pas garder cette expertise pour nous-mêmes. Et ici, on donne des techniques. Et quand on parle de techniques, il s'agit des méthodes, des procédés éprouvés, testés, sur terrain. Ce n'est pas des choses bureaucratiques, non. C'était des techniques de mise en place, des stratégies qu'on mettait sur place pour toucher les différentes catégories. Alors, de cet ouvrage, nos lecteurs ou nos auditeurs ou les internautes de partout pourront comprendre une chose, c'est que nous avons fait une classification. La classification des débiteurs et la classification des créances. C'est ce qu'ils doivent retenir. Dans la classification des débiteurs, nous avons mis des personnes morales d'un côté et de personnes physiques de l'autre côté. Dans les personnes morales, on a fait aussi les distinguos. On a commencé avec l'État, les démembrements, les provinces, parce que nous avons aussi financé des gouvernements provinciaux et des assemblées provinciales. Nous avons même financé l'Assemblée nationale et les Sénats. Comment recouvrer contre ces institutions politiques qui ont une super puissance? Alors, la technique était simple. Nous obtenons le concours de la Banque centrale, l'autorité monétaire, avec les mises à l'index. Beaucoup de gens ne connaissent pas ça, et on va revenir dessus parce que ça fait l'objet du 5e ouvrage que nous avons parlé de mise à l'index. Donc, nous utilisons le mise à l'index qui consiste à blacklister, à mettre sur la liste noire ces personnes, les interdire à l'accès à la facilité jusqu'à ce qu'ils puissent payer la banque créancière. Voilà. Donc, nous avons procédé à cela et ces mises en index, comme ils sont publics, vous savez, les autorités, entre guillemets, honorables, tiennent à leur, entre guillemets, honneur et honorabilité. Et dès lors que c'est mis sur la place publique, parce que la Banque centrale publie cela, il peut recourir même au journal officiel. Et pour vous indexer, il peut recourir à l'ACB, au site, et même dans le journal de presse le plus lu. Et vous imaginez quand on cite les gens insolvables, qu'on puisse te citer, ça diminue, ça touche à l'honorabilité, encore que l'argent, il faut qu'on le retienne, l'argent des banques, que les banques gèrent, je m'aurais précisé, c'est l'argent des épargnants congolais. Et donc c'est important de le savoir. Et la banque, par la Banque centrale, reçoit l'autorisation de faire le commerce sur cet argent. Et de le prêter et de gagner sur les intérêts, mais c'est d'abord l'argent des épargnants. Voilà, l'argent, c'est l'argent des épargnants. Mais avant d'aller un peu plus vite, je vais savoir un peu, en tout cas pour les téléspectateurs bien entendu, parce que nous avons dit que c'est également une émission pédagogique, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler ou qui ont entendu parler, qui ne savent pas, c'est quoi le droit OHADA? Voilà, c'est une organisation africaine pour l'harmonisation du droit des affaires. Et c'est que 17 États, au départ c'était pas 17, mais aujourd'hui 17 États ont décidé pour que nous puissions faciliter une chose, les climats des affaires, l'attraction des investisseurs dans les États partis et surtout réduire, parce qu'il faut dire l'insécurité judiciaire est d'ordre chronique en Afrique. Et donc il faut réduire tant soit peu l'insécurité judiciaire. Il faudrait alors mettre sur place des outils juridiques parce que les anciennes législations ou les anciens textes de loi, la plupart quasiment, c'est un héritage colonial. On l'a hérité de colons et donc il y avait des difficultés de pouvoir les compiler. Et les textes OHADA ont l'avantage de prendre d'abord, d'actualiser le droit. Vise à actualiser le droit des affaires et à garantir également une sécurité juridique. Parce qu'il y avait un problème sérieux. La plupart d'entre les États
les législateurs n'ont plus produit Ok. des textes de loi qui s'adaptaient aux réalités des activités des affaires. Et c'est aussi pour des raisons de compétitivité. Parce qu'il y avait l'Occident, ils avaient déjà des textes à proprement parlant. Vous imaginez, nous utilisons en son temps la loi, les décrets de 1887 sur les sociétés commerciales. Vous imaginez, 1887. C'est pas possible. Donc, depuis 1887, c'est-à-dire à l'époque, on est même laïcé. Oui, étant indépendant du Congo. Sous Léopold, on utilisait encore des tests désuets. Alors, vous imaginez, dans les affaires, il y a le contrat de bail professionnel, il y avait les leasing, il y a beaucoup de choses qui ont été apportées dans le droit et que la réalité juridique n'avait pas suivi. Il y avait aussi les textes éparses. Donc, tu as des textes écartelés dans plusieurs textes. C'est difficile à le compiler. Et donc, l'OHADA a l'avantage aussi d'unifier les textes et de permettre à ce que, sous un document unique, vous puissiez avoir tous les éléments de grande matière. Et c'est cela l'intérêt. Voilà. Et donc, voilà un peu, c'est dans cette atmosphère ou de cet environnement que nous avons été baignés dans le banque et aujourd'hui en tant que praticien de droit. Voilà. Alors, quelles sont les obligations du banquier à la lumière du droit interne congolais et du droit OHADA? Voilà, ça c'est le deuxième ouvrage que vous avez eu raison d'en évoquer. Ici, c'est que nous avons, fort de notre expérience de banquier comme nous le soulignons, nous avons pensé qu'il était important d'avertir les banquiers. Parce que l'obligation révèle l'étendue de la responsabilité. Si tu connais l'étendue de ta responsabilité, tu sauras mieux apprécier la hauteur de ta responsabilité. Alors, dans cet ouvrage, nous avons séparé les obligations édictées dans l'intérêt général et les obligations édictées dans l'intérêt de la clientèle. Deuxième classification, nous avons fait les obligations de faire, qu'est-ce que le banquier doit faire, et les obligations de ne pas faire. Voilà, parmi, à titre illustratif, parmi les obligations à faire du banquier, c'est déjà de pouvoir s'assurer ce qu'on appelle les KYC, donc connaître Know Your Customer. Le banquier est tenu de connaître parfaitement son client dès l'ouverture de compte. Tu ne peux pas ouvrir un compte sans pour autant vérifier toutes les informations d'identification. Et dans certaines banques, surtout lorsqu'il s'agit de sociétés commerciales, il est même fait obligation gestionnaire de pouvoir procéder à un plan de localisation, de descendre physiquement sur le lieu pour que nous n'ayons pas une surprise d'être en présence avec des sociétés mallettes. Donc voilà, ce sont deux obligations. Et avec les blanchiments des capitaux, il faudrait que vous vérifiez cette société, sinon de peur de pouvoir être exposé en train de faire les blanchiments de capitaux sans le savoir, parce que vous êtes en présence d'une société mallette qui fait ses opérations clandestines et qui vient vers vous pour les blanchir par les opérations licites apparemment, mais dont la source, l'origine des recettes ou des activités est foncièrement illicite. Donc, les obligations de faire du banquier, c'est aussi l'obligation de pouvoir informer. Il a l'obligation d'informer la clientèle sur les produits commerciaux qu'il présente, les spécificités, les charges. Il a aussi l'obligation de publier les tarifs. Donc, ce que les gens ne savent pas, c'est que vous ne pouvez pas, quand vous entrez dans une banque, il faut qu'il y ait une place de hall destinée à la tarification. Où vous devez voir toutes les tarifications en clair et en caractère lisible. Mais ce qui n'est peut-être pas le cas. C'est une faute. Et quand vous le voyez, c'est une faute. Vous avez la latitude de la dénoncer auprès de l'autorité monétaire qui est la Banque centrale du Congo. C'est une obligation de faire. Il doit le faire. Parce que ça répond au principe de la publicité du prix. Il faut rendre le prix public de manière à ce que lorsque le client vient, il peut déjà choisir faire à son niveau les checklists de banques vers qui il peut aller placer son fonds.
Ok. Les rémunérations doivent être publiques, combien vous rémunérez les épargnes, et les frais de tenue de compte doivent être publics. Tout ce qui concerne les frais doivent être publics, de manière à ce que le public soit informé avant de placer ou de poser un quelconque acte dans le dossier. Ça, c'était dans les obligations de faire, mais il y a aussi des obligations de ne pas faire. Et donc, à titre illustratif, c'est l'obligation, par exemple, de ne pas révéler le secret d'un compte. Okay. Voilà, même si je suis marié, ma femme n'a pas droit, si je n'ai pas prévu dans les habilitations, à pouvoir connaître l'information de mon salaire. Ça peut choquer certains, mais ce sont des exigences du secret professionnel, secret bancaire, de ne pas révéler. Et un gestionnaire ou un banquier qui enfreindrait une telle disposition s'exposerait naturellement à des poursuites. Mais quand vous parlez par exemple des publicités de prix, mais vous ne pensez pas que là c'est également une stratégie que de ne pas vouloir afficher des prix et essayer un peu de les discuter de bouche à bouche, parce que bon, il y a la compétition, il y a beaucoup de choses, je ne sais pas. Est-ce que, selon vous, tel que vous voyez l'univers banquier du Congo, est-ce que ces gens-là ne veulent pas afficher des prix pour essayer de cacher leur stratégie? Non, c'est qu'il y a quelques banques que je connais, que je ne peux pas citer pour ne pas faire leur publicité, mais qui affichent, mais certaines d'entre elles n'affichent pas. Et donc, il a le devoir, c'est ça l'intérêt de cet ouvrage, d'informer le consommateur des services de banque et de former ou de rappeler à l'ordre les banquiers de se conformer aux instructions de la Banque centrale. Parce qu'il s'agit des instructions de la Banque centrale qui exigent la tarification qui doit être publique. Il y a l'obligation de donner le hall, au hall d'afficher les tarifications des services, ou tout au moins, si vous avez un gros bâtiment, dans chaque service concerné, de prévoir un espace où vous affichez les tarifications, de telle sorte que le consommateur est protégé. Ça entre dans le cadre de la protection des consommateurs, et le consommateur de crédit doit avoir la possibilité de comparer le prix et de savoir telle banque offre la meilleure offre, et il va faire son placement ou il va solliciter un crédit selon les offres de tarification qui lui sont proposées par les établissements de crédit. Voilà, merci Maître Abed. Alors là, nous allons parler de défense à exécuter en droit interne et sous l'ère du droit OHADA. Alors, vous verrez que dans notre manière de produire nos œuvres scientifiques, c'est vraiment autour de l'activité bancaire. Parce que très souvent, les banques sont exposées également. Eux-mêmes, ils sont poursuivis en justice. Et donc, ils se retrouvent en présence des décisions de justice où ils doivent l'exécuter. Soit par eux-mêmes, ou soit contre un débiteur qui est client en leur livre. Alors ici, dans cet ouvrage, nous avons pris le soin de séparer, de faire les distinguos entre les défenses exécutées en droit interne, c'est-à-dire des décisions judiciaires qui sont rendues dans les matières autres que le droit OHADA. Comment se comporter par rapport à ces décisions? Et nous avons pris, d'un autre côté, les décisions qui sont rendues dans la matière du droit OHADA, rendues par des juridictions présidentielles en matière OHADA. Comment se comporter également par rapport à ces décisions? Alors, si l'on sait que la Constitution de la République démocratique du Congo, en son article 149, a prévu que les décisions de justice sont exécutées au nom du chef de l'État. Donc, alors, vous comprenez, rendues dans l'intérêt de la nation, du peuple congolais, et exécutées par le chef de l'État. Donc, il est important de savoir comment l'exécuter. Alors, donc, nous, en ce qui nous concerne, nous faisons l'effort à travers cet ouvrage de pouvoir donner les arguments juridiques aussi bien aux avocats, aux juges et aux praticiens et aux usagers et consommateurs de banques. Donc, ils ont la possibilité de savoir comment est-ce que c'est tenir par rapport à cette possibilité d'exécution provisionnelle. Alors, très souvent, les avocats vous le diront, ou tous les praticiens, la tâche ardue
dans l'exécution, c'est de pouvoir convertir ce qui est dans le papier, dans le jugement, en cash. Ou en réalité. C'est la tâche la plus difficile. Et OHADA est venu simplifier justement par l'acte informe portant simplification de recouvrement en rendant des décisions exécutoires. C'est-à-dire des décisions qu'on peut exécuter sans attendre le premier, deuxième degré et la cassation. Dès qu'on a prononcé, on peut l'exécuter. Alors, les débats doctrinaux, c'est qu'il y a une école qui estime que pareille décision ne peut pas faire l'objet des défenses à exécuter. Ça, c'est un courant de penseurs. Et un deuxième courant, que nous partageons d'ailleurs, qui estime que la CCJA ayant renvoyé cette question dans le droit national de chaque État de partie, dans l'état actuel, par exemple, en République démocratique du Congo, c'est l'article 76. Et donc, les défenses exécutées peuvent être envisagées contre les décisions rendues dans le matière OHADA. Et les anciennes décisions, c'est-à-dire dans le matière qui n'a rien à voir avec OHADA, par exemple le divorce, on te donne une provision et une allocation alimentaire et que tu dois faire valoir, alors OHADA te donne la possibilité de pouvoir également exécuter. Nous avons parlé des matières, les effets, et nous recommandons beaucoup à la lecture de ces ouvrages parce que il aide le praticien, il aide le tiers saisi, il aide également surtout, comme je dis, le poumon de l'activité économique, c'est les banques, les établissements de crédit. Donc, ils sont là, le poumon. Voilà. Donc là, nous sommes vraiment dans l'activité bancaire, donc nous tournons tout autour de ça. Donc, alors là, qui juge de la validité de la saisie fiscale ou parafiscale sous l'ère du droit OHADA? C'est également un de vos ouvrages. Voilà, cet ouvrage également est une réponse également à tous les tiers, saisis qui font l'objet des avis à tiers détentaires. C'est quoi l'avis à tiers détentaire? C'est un titre exécutoire que délivre l'administration fiscale ou parafiscale, c'est-à-dire la DGI, pour être concret, DGI, DGRK, DGDA, contre un redevable fiscal ou parafiscal. Alors, la parafiscalité et la fiscalité peuvent porter confusion, mais para veut dire presque. C'est presque la fiscalité, mais les fiscalistes vous diront que, naturellement, la parafiscalité est différente de la fiscalité en raison de la contrepartie. Dans la fiscalité, il n'y a pas de contrepartie déterminée. Mais dans la parafiscalité, il y a une contrepartie déterminée, c'est comme des taxes, redevance, télé, tout ce... Vignette. Non, ça c'est l'impôt. Donc, parce que ce qu'on en fait, il n'y a pas de contrepartie. L'impôt sur le fonds, l'impôt foncier, il n'y a pas de contrepartie. L'impôt sur le bénéfice, l'État ne vous dit pas ce qu'il va faire de cet argent. Mais, et il ne vous dit pas non plus quels sont les services déterminés dont vous bénéficiez en retour. Mais alors que dans les taxes, c'est ça la parafiscalité, on vous dit clairement, les timbres postales, tout ça, ce sont des taxes, c'est la parafiscalité. Alors, il arrive que vous puissiez bénéficier de services de l'État et que vous ne payez pas parafiscalité, ou que vous soyez dans un sol, parce que la fiscalité, tout comme la parafiscalité, obéit au principe de la territorialité. Vous êtes en République démocratique du Congo, vous générez des richesses, mais que vous ne payez pas. Que fait l'administration? L'administration déclenche les actions parce qu'il a, en vertu du privilège du préalable et des exécutions d'office, la possibilité de pouvoir procéder par lui-même et par ses huissiers, directement, à saisir votre argent, à saisir même votre immeuble, et vous voyez dans certains endroits, il peut même procéder au scellé. Il scelle on ferme votre établissement. Alors, ici, nous n'examinons pas les deux autres cas. Nous examinons le cas où il vient saisir le somme d'argent, qu'on appelle avis à tiers détentaire. Donc, il va vers un tiers, généralement, encore une fois de plus, ce sont les banques qui sont ciblées, qui a ton argent, il vient pour saisir le fonds qui est entre les mains des établissements de crédit ou les établissements de finances financiers. Alors,
C'est encore une fois de plus une difficulté que nous avons rencontrée quand on est venu dans la profession. Donc je le fais un peu, en grande partie pour aider les avocats, non, les banquiers d'abord, juristes de banque d'abord, pour les aider à mieux faire leur travail. Et ensuite, c'est destiné également à accompagner les avocats des banques, des avocats des grandes sociétés, pour leur permettre de mieux conseiller et assurer la défense des intérêts de leurs clients. Donc, alors, comment ça se passe quand on vient vers une banque? Alors, une banque est tenue, il a 8 jours pour déclarer. Donc, quand on saisit, il doit déclarer. Il doit déclarer dans les 8 jours quelle est la situation, voilà, qui est en les livres de la banque. Et dans le 8 jours, dès qu'il le reçoit, d'ailleurs, il doit informer. Il doit informer rapidement. Dès qu'il le reçoit, il doit informer rapidement le concerné. Que voilà, il y a une saisie sur ton compte. Tu as 8 jours pour faire diligence, soit obtenir la main levée administrative auprès de la régie financière émettrice. Sinon, auquel cas, si tu contestes, tu as la possibilité, tu trouves qu'il y a un vice de procédure, de faire une opposition. Une opposition et obtenir la main levée judiciaire. Et en cette période, la banque, elle est neutre, elle est tiers. Elle observe, là-bas, elle est d'avocat. Et si elle a de l'argent, elle doit écrire que j'ai telle somme d'argent. Elle ne doit pas attendre le 8 jours. Dès qu'elle reçoit le lendemain, elle est proactive, elle dit, bon, voilà, j'ai dans mes livres telle somme. Mais elle doit observer le 8 jours. C'est parce qu'après le 8 jours d'expiration, elle doit payer. Si elle ne reçoit pas d'opposition ou de main levée administrative, elle doit payer directement dans le compte du trésor. Et si elle ne paye pas, elle est tenue, ce qu'on appelle des causes de la saisie. C'est elle maintenant qu'on va poursuivre pour qu'elle paye en lieu et place de son client qui est le redevable ou le débiteur fiscal de l'administration. Voilà, en tout cas, merci maître pour ces éclairages. Nous continuons cette émission. Comme on a dit ici, c'est une émission vraiment à caractère pédagogique parce que vous essayez d'éclairer la lanterne de vos confrères, des juristes, de praticiens du droit. Alors, parce que vous avez parlé de main levée, il y a un ouvrage qui est consacré au juge de main levée. C'est quoi exactement? Voilà, c'est le quid du juge de main levée, de la mesure de la mise à l'index de la Banque centrale du Congo sous l'ère du droit WADA. Alors, comme on l'avait dit précédemment sur les techniques de recouvrement de créances bancaires, il arrive trois cas précis où les établissements de crédit sont tenus d'informer l'autorité monétaire, la Banque centrale du Congo, qui a la supervision du marché financier congolais. Le premier cas, c'est lorsque quelqu'un prend un crédit et ne rembourse pas, les impayés, on appelle les impayés. Le deuxième cas, quand une personne utilise abusivement le chèque, parce que la vision de business voudrait qu'on puisse éviter le cash, qu'on puisse utiliser des monnaies scripturales, des papiers et des monnaies électroniques ou des cartes électroniques. Donc il faudrait être crédible dans ces secteurs-là. Mais il arrive que des gens, des aventuriers, qui prennent des chèques et qui remettent à leurs prestataires ou créanciers dans l'espoir qu'ils vont aller toucher l'argent alors qu'ils savent qu'ils ne mettront pas les provisions. De telles personnes qui font usage abusif de chèques peuvent également être mises à l'index. On leur met sur la liste noire avec cette information que tout le monde vous est averti. Ne travaillez pas avec Kingandi parce que Kingandi c'est un fausseur. Il donne des chèques sans provision. Sans préjudice de poursuite pénale parce que c'est une infraction autonome, on peut le poursuivre pénalement. Troisième cas, ce sont des personnes qui entravent à la réglementation de change et notamment au transfert des licences. Vous voyez, c'est que des gens qui ne souscrivent pas aux licences, pour être plus précis. Ce sont des personnes qui refusent de prendre des licences. Vous avez entendu certains scandales où des gens importent les choses sans souscrire à une licence d'importation. Ou exportent sans souscrire à une licence d'importation. Or, ces personnes-là sont dangereuses et la banque doit dénoncer ces personnes devant l'autorité monétaire
afin qu'ils soient appréhendés et sanctionnés, en plus des amendes, être mis à l'index. Ok. Et quand tu es mis à l'index, les conséquences sont sérieuses. C'est-à-dire que tu ne peux plus avoir droit à des facilités de banque. Mise à l'index, ça veut dire que tu ne peux plus demander de crédit. Mise à l'index veut dire également que tu ne peux plus soumissionner dans le marché public. Ouais. Comment l'État peut donner à quelqu'un qui est sur la liste noire? Et tu ne peux pas gagner de marché public. Ouais. Tu ne peux même pas être un prestataire sérieux vis-à-vis de l'État. Et donc, c'est ça le danger de la mise de l'index. Mais vous savez que tout pouvoir exorbitant, il va toujours avec l'arbitraire. Il peut arriver qu'il y ait l'abus ou l'excès de pouvoir. C'est pourquoi le législateur a prévu la possibilité d'une main levée. Ok. Qu'on peut lever la décision, lever la sanction. Donc nos électeurs souffrez, pour ceux qui nous lisent, nos téléspectateurs qui nous suivent à la télé, peuvent, à travers cet ouvrage, s'en pénétrer et comprendre les effets de la mise en index, le procédé, mais aussi qui peut lever la sanction de la mise en index prise par la Banque centrale. Alors, c'est déjà elle-même la Banque centrale. Lorsque vous venez, vous apportez à la Banque centrale les évidences que vous êtes un bon payeur, que par inadvertance ou par mauvaise foi, que le banquier vous a dénoncé, la Banque centrale, au vu de ces évidences, peut lever la main. La Banque centrale aussi peut lever la main lorsque les deux parties ont fait la restructuration du crédit, où tu viens par la suite à honorer l'engagement, tu viens, tu payes, tu demandes ta bonne foi, et donc les deux parties peuvent solliciter en ce moment-là qu'on lève la main. Mais il peut arriver également que malgré ces cas ici, ou en dehors de ce cas, on ne lève pas la main. Ok. Alors, qu'est-ce que tu fais? Alors, le législateur n'est pas resté muet. Le législateur, dans la loi de 2018, portant organisation et fonctionnement de la Banque centrale, en son article 101, a prévu qu'en ce moment-là, lorsqu'il y a excès de pouvoir manifeste, vice de procédure, il y a violation des conditions de fonds, que tu puisses saisir le Conseil d'État. Mais on ne saisit pas le Conseil d'État directement. Il faut d'abord écrire à l'autorité qui a pris la décision, qui est la Banque centrale. Et si la Banque centrale, dans le délai de 3 mois, ne fait pas suite, vous saisissez l'autorité monétaire, l'autorité tutélaire, qui est le ministre des Finances, qui est à la tutelle de la Banque centrale, qui devra également vous donner suite. Et auquel cas, si vous ne recevez pas la suite de ces deux autorités, alors la porte vous est donnée pour aller saisir le Conseil d'État afin d'obtenir la main levée judiciaire. Voilà. Maître, merci pour encore ces éclairages. Nous avons encore un tout dernier ouvrage. Et il parle exactement de quoi? C'est la controverse juridique de la circulaire de 2 juin 2019. Cette circulaire qui, pour l'information actuelle, a été annulée. Ça, à l'époque, on le faisait, c'était en 2019. Et d'ailleurs, à cause d'une nouvelle circulaire, nous annonçons même à nos téléspectateurs, il y aura encore une deuxième, un complément à celle-ci. Okay. C'est la problématique de la circulaire numéro 001-2001 du 4 mars 2001. Donc, il y a une autre circulaire qui est venue annuler celle-ci. Mais, en son temps, lorsque nous étions en train d'analyser la question, c'est que ici, le premier président de la Cour de cassation avait interdit aux tribunaux de commerce de statuer sur des questions de saisie arrêt, saisie attribution, saisie conservatoire, même à l'égard des commerçants. Okay. Jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle, par sa décision, son arrêt, a dit que cette circulaire était inconstitutionnelle. Wow. Car il retranchait le juge naturel de commerçant, qui est le tribunal de commerce. Et par la suite, le premier président actuel en fonction a pris une autre circulaire du 4 mars de 2021 qui annule celle-ci. Alors cette circulaire a fait naître en nous l'intérêt de la réflexion et donc a fait naître également dans la société des sérieux questionnements. De sérieux questionnements, donc, et donc nous invitons déjà ces
C'est le prochain ouvrage qui va sortir en début du mois de mars. On va lister tous les problèmes que la nouvelle circulaire a apportés dans l'espace juridique et dans l'espace judiciaire congolais. Voilà, donc merci Maître Abed pour tous ces enseignements, je le dirais comme ça, vraiment avec beaucoup de modestie, et c'est vraiment des enseignements à prendre et puis surtout à mettre en pratique pour tous ceux-là qui pratiquent non seulement le droit, mais qui sont également des consommateurs, parce que aujourd'hui, avec la bancarisation qui a démarré, c'est tout le monde pratiquement, en tout cas une frange considérable de la population congolaise qui va vers les banques. Donc même les microfinances, les banques, tout le monde essaie d'aller là-bas pour voir un peu ce qui se passe. Alors là, pour ceux qui veulent par exemple s'acheter vos ouvrages, acheter, et puis c'est généralement, ça varie entre combien? Parce que le coût pose aussi problème. Non, c'est que nous avons fait la répartition. Selon qu'on est personne physique, nous avons mis à 30 $. Mais lorsqu'on est une personne morale, nous avons mis à 50 $. Okay. Nos ouvrages sont disponibles dans les 2 barreaux de Kinshasa-Gombe, Kinshasa-Matete, dans les tribunaux de commerce de Kinshasa-Gombe et Kinshasa également Matete, mais aussi dans notre cabinet qui est au numéro 248 Barbé, 3e rue Limité, quartier industriel. Et donc, on peut également être servi par rapport à cet ouvrage. Ou pour tout besoin, les intéressés peuvent nous appeler au numéro fixe qui répondra pour leur service, c'est le 081 519 24 72. Ils pourront faire cette commande et ils peuvent être servis au lieu de leur choix. Voilà. Alors, Maître, si ça doit être votre dernier mot pour aujourd'hui, serait lesquels? C'est déjà de vous remercier d'être venu en notre lieu de travail afin de partager avec nos concitoyens sur l'intérêt scientifique de différentes thématiques que nous avons passées en revue. Et nous voulons également donner déjà rendez-vous au mois de mars sur des séries de publications, parce que pour ceux qui suivent l'actualité, nous allons fêter notre 10e année d'anniversaire dans l'adhésion de l'OADA le 12 septembre. Et à cette occasion, la société civile MAC a prévu une dizaine de publications qui va accompagner l'avènement pour faire 10 comme 10 ans. Ok, en tout cas, nous serons là pour vous accompagner également, pour suivre tous ces cheminements jusqu'au mois de septembre, pour voir également où en sommes-nous avec l'OADA aujourd'hui. Mais est-ce que ça évolue quand même avec l'OADA au pays? Oui, je crois que malheureusement, quelqu'un dit que le droit c'est un instrument, comme le couteau. Entre les mains du cuistot, il sert à manger, mais entre les mains d'un criminel, il sert à tuer. Donc c'est l'usage qui finalement déterminera à quoi sert le droit OADA. Voilà. Entre les mains d'un bon juge, il va servir à la justice, mais entre les mains d'un mauvais juge, il va servir à détruire le tissu économique et à mettre un climat malsain du droit des affaires en République démocratique du Congo. Voilà. Merci vraiment d'être notre invité, l'invité de l'émission Point de rencontre. En tout cas, nous sommes arrivés, chers amis téléspectateurs, à la fin de cette émission Point de rencontre qui a essayé de réfléchir autour des publications de Maître Kaemé Abed Ngoyi, qui est expert en droit OADA et en banque. En tout cas, merci d'avoir suivi votre émission. Nous vous donnons un rendez-vous pour la prochaine occasion. Merci. Merci.